La chambre 619 est une chambre des hôpitaux universitaires de Genève, comme il en existe des milliers d'autres à travers le monde. Nous l'avons choisie pour raconter en images la 5e vague du Covid de l'intérieur, entre octobre 2021 et mars 2022. Des images que nous avons réalisées et diffusées chaque semaine dans une web-série inédite. Au début du tournage, nous ne savions rien de l'ampleur de cette 5e vague, ni du variant Omicron, venu bousculer la pandémie. Nous ne savions pas si Genève serait fortement touchée ou non, si l'unité Covid DHUG resterait vide pour Noël, ou si au contraire, l'afflux de patients allait à nouveau mettre l'hôpital sous tension. La chambre 619 a toujours été une chambre Covid depuis le début de la pandémie. Nous avons dans cette chambre, dans ce couloir, rencontré des femmes et des hommes touchés à divers degrés par la maladie. Parmi eux, Chantal, Redouane, mais aussi Tatiana, 39 ans. Nous avons suivi aussi les équipes, les personnes qui font l'hôpital et qui, avec tant d'autres, sont les visages de la pandémie. Avec eux, nous avons traversé cette nouvelle crise. Quand j'étais mal, oui, j'ai eu un peu peur, oui. C'est normal. Alors, Madame Z, à la chambre 619 fenêtre, une patiente de 39 ans, RCP, non vaccinée, qui présente des symptômes depuis le 27 du 9. Parfait. Tatiana, 39 ans, est hospitalisée en unité Covid, chambre 619. Elle est arrivée aux urgences après plus de 2 semaines de fatigue et une gêne respiratoire de plus en plus forte. Transférée aux soins intermédiaires sous assistance respiratoire, Tatiana a retrouvé une partie de son souffle après plusieurs jours de soins continus. Aujourd'hui stabilisée, Tatiana revient de loin. Je ne pensais pas que je peux arriver à l'hôpital. J'ai compris que je me sens mal, mais je pensais que ça va passer avec les médicaments et tout ce qu'il faut. Mais on ne sait pas. Si on prend l'exemple de cette semaine, il y a environ 25% de nos patients hospitalisés en unité Covid qui ont moins de 45 ans. Donc c'est certain que le profil de nos patients il est différent. Parmi ces jeunes patients qui sont hospitalisés, la plupart d'entre eux ne s'attendaient pas à avoir une telle évolution parce qu'on voit effectivement que personne n'est à l'abri et ça peut les étonner, leur faire peur aussi. C'est le masque. Mais là, vous devez le garder un petit peu. Encore un peu, je sais, mais votre respiration elle est vraiment trop limite. En section intermédiaire, j'étais sous l'oxygène. C'était une masque qui donnait beaucoup d'oxygène. Psychologiquement, c'est plus difficile parce que nous, on a des voisins, des voisines qui, par exemple, qui étaient dans un état plus grave que moi. On pense que, oh là là, moi, je peux devenir aussi dans le même état que cette personne ou encore plus grave. C'est les fils, c'est les machines, mais il faut. Si on est malade, déjà, il faut supporter ça. Hier, quand vous m'avez raconté quand vous avez été aux soins continus, vous avez été aussi un peu secoué ou un peu choqué en fait par quand tous les soignants sont arrivés autour de vous. Ça, est-ce que vous vous sentez apaisé par rapport à ça ou c'est encore quelque chose qui vous travaille ou qui vous perturbe? Non, c'était juste une question du moment. C'était le stress que j'ai arrivé là-bas et j'ai vu des personnes qui n'étaient pas dans un bon état. Oui. Et toutes les fils et toutes les machines qui soufflent de l'air. C'était quelques secondes de doute que est-ce que je veux sortir d'ici ou pas. Ouais. Ça me fait très peur, oui. Mais ça passait. Comme je l'ai évoqué hier, c'est vrai que cet aspect émotionnel d'avoir été un peu choqué, il y a des gens, ça passe, on est rassuré, ils rentrent à la maison, ils n'y pensent plus. Et il y a d'autres personnes qui ont un peu de la peine à dormir, ces images restent, ça les travaille et c'est important
de le dire, parce qu'on peut vous aider et vous soutenir aussi par rapport à ça. Merci donc beaucoup. N'hésitez pas. Ok, merci. Et vous allez aussi avoir un suivi téléphonique, on vous expliquera exactement, mais on suit les patients en sortie de l'hôpital. Il y a tout un système de médecins qui sont à votre disposition aussi par téléphone, si vous avez la moindre inquiétude. Quand on arrive dans des situations difficiles dans la vie, on peut faire les comparaisons entre avant et maintenant et comprendre que on a besoin juste d'être en bonne santé pour être heureuse ou heureux. Bientôt, la chambre 619 pour Tatiana ne sera plus qu'un simple souvenir. Quelques heures avant son départ, dernier dessin, dernier pas dans le couloir et dernière discussion avec son médecin. Il y a un sujet que je voulais aborder avec vous, si vous le permettez, c'était par rapport à la vaccination. Oui. Quelle est votre position par rapport à ça maintenant que vous avez fait une infection au Covid qui était sévère, qui a nécessité une hospitalisation? Et ma question, c'est surtout, qu'est-ce que vous pensez de vous vacciner? Qu'est-ce que vous pensez de ça maintenant? Je ne peux pas dire encore. Je ne sais pas encore. C'est quelque chose qu'on peut vous proposer. Donc entre fin novembre et fin janvier, ça serait la bonne période de recevoir une dose de vaccin si vous le souhaitez. Et vous allez avoir le temps d'y réfléchir. Et puis je pense que ce serait intéressant de rediscuter avec vous dans un mois. Oui, bien sûr. Tatiana partie, la chambre 619 accueille Redouane, 57 ans, non vacciné, lui aussi Covid positif. Sous oxygène, son état de santé est fragile, entre poussée de fièvre et fatigue extrême. Et vous, vous sentez comment? Faible. Faible? Ouais. Ok. Plus que hier? Ouais, faible, plus qu'hier. Okay. Bah oui, quand j'ai des pics de fièvre comme ça m'impacte mon sommeil. Après, je suis là toujours en concentration de me dire la fièvre, il faut la vérifier. Et puis vous êtes pas à l'aise, vous tremblez. Donc c'est pas possible de dormir. Redouane est arrivé aux urgences sur les conseils de l'équipe médicale qui le suivait à distance. Une hospitalisation qui l'a plutôt rassuré. Samedi, le médecin de l'hôpital cantonal m'appelle, parce qu'il m'appelait régulièrement pour demander de mes nouvelles. Et je lui dis, voilà, j'ai un petit souci, qu'est-ce que vous en pensez, docteur? J'ai mon oxymétrie qui est à 88. Et il m'a dit, écoutez, vous allez vous habiller gentiment et vous allez aux urgences. Ça me rassure, je suis avec une équipe très professionnelle. Déjà, je suis anxieux de nature. Ok. Et ça m'inquiète pour voir jusqu'où je vais aller. Est-ce que je ne vais pas passer à côté de mauvaises choses, on va dire? Ça m'inquiète, voilà. On peut dire à nos patients qu'on a 18 mois de recul. Ce n'est pas beaucoup par rapport à certaines autres maladies qu'on connaît depuis des décennies, mais on a déjà ces 18 mois et on a appris énormément de l'évolution de ces patients, même si évidemment il reste une part d'incertitude. Une incertitude qui pèse sur chaque patient, qui peut s'affaiblir très rapidement. C'est le cas de Redouane, qui a vu son état de santé se dégrader. Il a dû quitter la chambre 619 pour les soins intermédiaires. En quelques heures seulement, Redouane a changé d'unité et de perspective. Donc, aujourd'hui, on s'aperçoit que ce qui me fait défaut, en quelque sorte, sur le plan diagnostic, c'est le poumon gauche. Et il n'y a que celui-ci qui a du mal à vraiment repartir. Alors, il y a des séances que je fais 3 fois par jour. Donc, c'est des séances qu'on met une CPAP, à raison de minimum 45 1 heure par séance. Au niveau du serrage, c'est tout bon? Super. Pour le moment, on est à 55%. Je surveille la saturation et je reviens diminuer si besoin, d'accord? À tout à l'heure. Et ce que je peux me souhaiter, à moi et à ma famille, c'est que je n'aille pas aux soins intensifs. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Une obsession pour Redouane, à l'image de cette pandémie. Pour lui, pour les autres, pour les équipes de l'hôpital, l'incertitude est présente à chaque instant, de jour comme de nuit. L'incertitude, c'est le maître mot de cette pandémie, et à chaque fois, elle est un peu différente. Au tout début de la pandémie, on ne connaissait pas la maladie,
ne savait pas à quelle sévérité on allait avoir affaire, à quel volume de patients on allait avoir affaire. On a eu un premier Mont Blanc, une première grande montagne à franchir, une première grande vague. La deuxième vague arrivait. Est-ce qu'il fallait déjà craindre la même vague, une plus grande vague? On a eu un Everest, on a une deuxième vague beaucoup plus élevée. Et les vagues successives n'étaient plus tout à fait des vagues, mais plutôt une houle, des patients qui viennent et qui reviennent. Bon, on vient de terminer le point patient du Huddle et je voulais juste vous donner une information par rapport à l'évolution de la vaguelette qui se produit actuellement et qui sera peut-être plus importante que prévu, avec une reprise d'activité comme vous l'avez vu, donc ça remonte. Et on a pris la décision d'ouvrir complètement l'unité 6E et on va faire ça pour ce week-end, samedi matin. Plus de lits pour plus de patients à venir, qui devraient rejoindre Redouane, toujours en soins continus. Ici, à chaque lit, et derrière le même virus, une histoire de vie. C'est des histoires de vie et j'ai envie de dire à chaque patient et à chaque soignant, il va y avoir une relation qui va être différente. Et effectivement, de pouvoir les accompagner quand ils arrivent en soins intermédiaires où ils ont besoin de CPAP, d'oxygène à haut débit, qui sont pas bien. Et puis de pouvoir les accompagner, de pouvoir les amener après en médecine aiguë où finalement le personnel, même s'il est spécialisé en soins intermédiaires, peut être amené à travailler en médecine. Du coup, il y a cet échange et ce suivi et on se donne des nouvelles. Quand on repose la question au chef de clinique, aux médecins, aux internes, c'est une maladie qui est comme ça. C'est pas une maladie qui est, on va dire, linéaire. On ne sait pas, aujourd'hui on est bien, demain on est moins bien, et ainsi de suite. Après plusieurs jours de soins continus, Redouane a retrouvé la chambre 619, signe d'amélioration de son état de santé. Une nouvelle étape de franchie sur un long chemin de rétablissement. Donc il va falloir rapprendre à marcher, rapprendre certaines choses. Je ne pense pas que ça sera une baguette magique et ça va se régler en un mois, je ne pense pas. Pas après pas, Redouane peut à nouveau marcher dans le couloir de son unité, sans oxygène. Un début de rééducation et de récupération essentielle. Un premier retour à la vie normale. Ils ont le droit de se balader dans le couloir avec les masques, mais ils n'ont pas le droit de sortir de l'unité. Mais effectivement, il n'y a quand même pas grand-chose. Mais effectivement, de toute façon, dans chaque unité, il y a de la vie. On essaie de maintenir une mobilisation des patients autant que faire se peut par rapport à leur état de gravité de la maladie Covid. Donc il faut qu'ils se mobilisent, il faut qu'ils marchent. Ça fait partie parfois dans la phase de récupération, de réadaptation à l'effort. Donc c'est essentiel. Si Redouane a douté et souffert pendant ces 18 jours d'hospitalisation, il a aussi beaucoup parlé, échangé, se confier, s'informer. Redouane est devenu au fil des jours un patient acteur de sa propre prise en charge. On parle beaucoup avec eux. Quoi qu'il arrive, qu'ils se dégradent ou qu'ils évoluent favorablement, on est là. On n'a pas de patients intubés, on n'a que des patients avec lesquels on peut communiquer. Donc ça fait partie intégrante de notre travail de faire passer l'humain en premier. Franchement, ils ont été vraiment aux petits soins. J'ai commencé assez haut, je vais diminuer. Une infirmière qui reste toute la nuit à surveiller des sonneries, des displays au niveau de la saturation de l'oxygène, au niveau de la tension, c'est quand même une responsabilité. Chambre 619, 19h15. Pour Redouane, cette soirée est la dernière ici au HUG. Avant de se rhabiller et partir, dernière visite de l'infirmière et dernière piqûre. Une piqûre qu'il pourra faire ensuite, lui-même, à la maison. Vous prenez le bidou, on le coince, on pique, vous injectez bien, vous allez sentir la rétractation de l'aiguille et à ce moment-là, vous enlevez. J'enlève, Et vous, hop. Tout à fait. Le produit brûle un petit peu, donc vous pouvez y aller à votre rythme, tranquillement. Voilà, ça se rétracte, c'est parfait. Et puis vous pouvez donner un petit coup si vous voulez. De désinfection encore. Pour finir. Parfait. Je vais finir par rejoindre vos services. Eh bien, on vous embauche. On vous embauche. Je vous remercie infiniment. Eh ben, merci à vous. Et merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et en espérant se revoir dans d'autres conditions. Oui, c'est ça. Hein. C'est tout ce que je peux vous souhaiter, à vous et à moi. Eh bien, voilà. Donc, un bon retour. Ce soir, Redouane va donc retrouver son lit
sa famille et ses 3 enfants avec une certaine émotion. J'en ai presque les larmes aux yeux. C'est ma vie, mes enfants. C'est mon existence de vivre aujourd'hui. Finalement, on n'est pas à l'abri que ce soit d'un Covid ou que ce soit d'un cancer ou qu'importe. Mais la vie est courte finalement. Elvire est aide-soignante en unité Covid depuis le début de la pandémie. En première ligne face au virus, la chambre 619 n'est pas sa seule affectation. De chambre en chambre, elle est au plus près du patient, à son chevet, entre attention et complicité. Vous ne voulez pas que je parte en arrière avec la... Ah non, il ne faudrait pas ça. C'est justement pourquoi j'aime ce métier, parce qu'on a cette part de proximité qu'a pas forcément l'infirmière, parce qu'elle n'a peut-être pas le temps non plus. Nous, on est plus proche d'eux, on leur fait la toilette, enfin, on est dans leur intimité, donc... Ouais, on a vraiment de la proximité. Puis après aussi, c'est aussi un caractère. Moi, j'ai un caractère à parler, donc... Il paraît que c'est une super ville, Zurich, je ne connais pas. Oui, super, oui. On m'a dit qu'elle était très belle, cette ville. Oui. Le métier d'aide-soignante, c'est prendre soin du patient dans sa globalité, en fait. Je trouve pas que le métier change plus avec le Covid. Je crois qu'il reste le même. Je crois que notre métier, partout où on est, on le fait. Moi, j'ai eu peur au début, parce qu'en fait, c'est une maladie qu'on ne connaissait pas. Et puis, comme tout le monde, on regardait les médias. Plus ça a été... Bon, moi, j'ai attrapé le virus, donc après, plus ça a été... Et plus on a eu connaissance de cette maladie, et ben, moi, j'ai eu peur. Comment ça va, la respiration pour vous? Oh, ça va. Ça va? Bon, C'est pour boire, vous avez soif. Allez-y. Le quotidien de l'hôpital et ses moments de vie, comme les transferts de patients entre unités Covid. Aujourd'hui, Germaine quitte les soins intermédiaires après l'amélioration de son souffle et de son état général. Ah, je ne savais pas qu'il y avait une SAR. Ah oui! Ah, bravo! Oui, Madame Lecomte. Qu'est-ce qu'on est mieux là? Elle est bien, Madame Lecomte. Merci. Ah, vous faites le spectacle? Ah oui. Bonjour. Bonjour. On ne peut pas être routinier avec une maladie, avec un virus, avec quelque chose qui est quand même nouveau, même si ça fait 2 ans qu'on vit ça. On ne peut pas être routinier. De toute façon, la routine dans le soin, ça n'existe pas. Aucun jour ne se ressemble. Aucun jour. Bonjour, c'est Barbara pour la gestion des lits. Je t'appelle pour t'annoncer en fait un transfert qui va venir. Barbara est infirmière assistante de gestion. Depuis 9 ans, elle est au cœur de la gestion des lits des HUG. Tous les lits de l'hôpital la concernent. Alors moi j'étais infirmière dans les unités, mais je faisais déjà partie d'un pool. En fait j'avais l'habitude de tourner dans différentes unités et de voir différentes spécialités. J'avais déjà un peu la vision globale de différents services. Donc là je cherche une place pour un patient, donc je regarde un petit peu la vision globale des différentes unités de médecine. Barbara fait partie de l'équipe qui planifie les entrées, les transferts et les sorties des patients. Une équipe transversale impliquée aussi dans l'ouverture des nouvelles unités Covid pour faire face à la 5e vague de la pandémie. L'activité en fait Covid est en train de prendre un peu une expansion crescendo. L'effervescence fait effectivement qu'on ouvre une unité aujourd'hui et qu'on sent peut-être qu'il y en aura d'autres après également. Donc ça réactive peut-être aussi certaines périodes il y a quelques mois où effectivement on a déjà fait face à ça et ça réactive certains souvenirs. Bonjour, j'appelais pour voir un petit peu comment on pouvait s'organiser par rapport à l'ouverture du 6C qui ouvre donc à 18 lits aujourd'hui. En fait, tous ceux qui nous appellent, ils ont une priorité dans leur tête et ils sont tous prioritaires. Et ben nous, vu qu'on a la vue globale, il faut qu'on reste zen et puis qu'on mette le patient dans le bon lit, puisque c'est un peu ça le but. Il y a le patient, l'âge, le lieu où il habite, après la spécialité, est-ce qu'il est Covid, pas Covid, tout ça rentre en matière. Et puis nous, on fait au mieux pour trouver la meilleure place pour ce patient. À l'hôpital, un lit n'est pas qu'un lit. S'il est un symbole, il est au centre d'un dispositif très complexe. Depuis la crise sanitaire et l'arrivée du virus, le lit focalise toutes les attentions. Ah, c'est beaucoup plus que juste un lit. Il faut le lit, il faut la chambre, il faut l'infrastructure, le matériel pour s'occuper des patients dans la chambre. Il faut un personnel adapté, des médecins, des soignants, des physiothérapeutes, des aides, du secrétariat.
de la logistique pour que cette chambre fonctionne. Il faut du nettoyage permanent avec le virus. Hein, il faut en permanence être irréprochable dans tout ce qu'on fait. On fait plus de désinfection que dans les autres chambres. Parce qu'il y a beaucoup de fréquentation et puis on fait plus de désinfection que les autres. Au début, ça faisait peur. Parce que c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas et puis on voyait dans les télés beaucoup de décès. Moi, personnellement, j'ai vécu, c'était un peu difficile au début, mais après, j'ai pris comme normal. Il n'y a pas une situation qui est la même, il faut s'adapter en permanence et puis vous pouvez poser, il n'y a pas de standard. On a des guidelines par rapport à des hospitalisations, mais parfois il vous faut imaginer des scénarios auxquels on n'avait pas pensé pour programmer tel ou tel geste ou bien organiser tel ou tel séjour ou bien déménager une unité. Voilà. Donc ça fait partie du quotidien. Et puis cette fonction, elle a aussi l'importance de mettre du lien entre les partenaires. Voilà, je vais aller faire le tour, voir un petit peu si nous avons des patients sortant des unités de soins intermédiaires. On fait partie de l'équipe, on va au Udel, on a les diagnostics, on voit les âges des patients, on essaye de faire au mieux, de rapprocher les familles, de faire au mieux par rapport au Covid. Bien sûr, on reste des soignants et on reste des humains. Bien sûr, même si on subit moins, entre guillemets, la pression du soin, on fait au mieux pour que ça se passe au mieux avec les patients et puis avec les soignants. La 5e vague, présente à l'intérieur et à l'extérieur de l'hôpital. Une vague différente des précédentes, notamment dans son intensité. On dessine toujours ça, hein. C'est typique de ce qu'on voit dans les épidémies, et ça a toujours la même forme. Ce que ça n'a pas, c'est la même durée et la même intensité. Mais à l'hôpital, cette fois-ci, c'est différent. On a quelque chose qui est plutôt linéaire, comme ça, mais on est encore à la montée. On a une centaine de patients et on est encore à la montée. Depuis la première vague, chaque vague a ses particularités. Alors on essaye de capitaliser sur l'expérience, mais on doit être capable de réagir différemment. Il faut vraiment axer sur ce personnel de nuit, sinon tu peux faire regarder s'il y a des 12 heures qui peuvent se faire. On peut aussi faire un switch F4 Q8. Ouais. Ça marche. Après au niveau aide-soignant, on va rester à un aide-soignant. Je pense que ça devrait suffire vu que c'est une ouverture. Des lits qui s'ouvrent encore et encore au fil de la montée en puissance de la pandémie. Du déjà-vu, toujours d'actualité, plus de 18 mois après l'apparition du virus et de la première vague. Mais pour moi, c'est la 3e fois qu'on ouvre, on ferme. Ça devient notre quotidien dans cette période. Hein. Pour le patient à droite, là pour le patient à gauche. Il y a toujours, en fait, il faut toujours qu'on vérifie toujours qu'il y a bien l'aspiration, pour l'oxygène. Et puis on vérifie aussi le matériel avant s'il fonctionne. Vous voyez, pareil. Au moins quand le patient arrive, tout est fonctionnel en fait. C'est vraiment les choses à vérifier avant chaque entrée, quoi. On est dans la même problématique que les autres fois, c'est-à-dire qu'on va devoir arrêter certaines activités électives de l'hôpital, non urgentes, pour pouvoir accommoder l'arrivée des patients Covid. Toutes nos prédictions étant très incertaines, on espère qu'on ne reverra pas les chiffres énormes qu'on a eus lors de la première et de la deuxième vague, 400 patients une fois, 650 patients une fois, simultanés dans l'hôpital avec un Covid aigu, mais ça reste évidemment à vérifier. Omicron, le nouveau variant du Covid. Avec le variant Delta, Omicron inquiète l'hôpital depuis sa première apparition en Afrique du Sud et sa progression fulgurante. Les HUG, avec les services du médecin cantonal, ont développé très rapidement un test de dépistage du nouveau variant, un préalable indispensable au suivi de la pandémie. Il y a d'abord le test dépistage classique et une fois qu'un test est positif, on fait un second test très rapidement qui nous dit qu'il y a à peu près 9 chances sur 10 que ce soit le Omicron. Et puis ensuite, on doit continuer avec du séquençage génétique pour vraiment, finement, détecter exactement si c'est le Omicron. Le but ici, c'est de suivre ce qui se passe au jour le jour pour informer les autorités de santé publique et la population si ce virus qui aurait un comportement plus spécial ou inattendu circule dans la communauté.
On essaye de limiter le maximum la circulation du virus. Et aujourd'hui, on a dû vraiment remettre des règles relativement strictes, à savoir une visite par patient par jour, avec bien évidemment la nécessité de pouvoir justifier d'un pass sanitaire. Il serait complètement absurde de ne pas être inquiet. Mais l'inquiétude, ça n'a jamais aidé quoi que ce soit dans cette pandémie. Et bien entendu, on serait largement passé d'avoir ce nouveau venu. Tout le personnel, les jeunes surtout, il faut les encourager et il faut collaborer parce que aussi, des fois, ils ne doivent pas avoir le moral. Inès a 88 ans. Frappée par le virus, elle est hospitalisée ici, à l'unité Covid de l'hôpital des Trois Chênes, loin de la chambre 619 du site de Cluse-Roseraie, au vu de son âge et de sa fragilité. J'étais à la maison, j'ai eu pas mal de symptômes à la maison. Puis je disais non, c'est pas ça, ça nous trompe. Hein. Puis pour finir, samedi soir, mon fils et ma belle-fille sont venus me chercher. Il y en a été à l'hôpital. Je ne peux plus aller. L'unité Covid de l'hôpital des Trois Chênes est une unité de soins aigus où les équipes, les patients, les proches partagent une relation particulière. Au-delà de la proximité, il y a les soins, oxygénothérapie, mais aussi traitements médicamenteux. Parmi eux, les anticorps monoclonaux et les corticostéroïdes. Un suivi de pointe spécifique et adapté à la personne âgée. Concernant le Covid, hier, je vous avais parlé d'un médicament avec des anticorps. Oui. On a refait les analyses de sang, vous savez. Et en fait, ça montre que votre corps a déjà commencé à réagir contre le Covid. Donc, il n'y a pas besoin du traitement dont je vous ai parlé. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Votre corps, il commence déjà à réagir. Vous êtes chaud comme tout. Je peux voir la différence de prise en charge aussi des patients. On a fait vraiment beaucoup de progrès par rapport à la première vague. On sait qu'on a des traitements aussi voilà, pour la surveillance. Je pense qu'on est vraiment bien briefé. On est vraiment plus proche du patient. Vous avez vu, pendant les soins, on les prend voilà, dans les bras. On ne peut pas être dans les soins si on n'a pas ce relationnel, cette humanité dans les soins qui est notre lot quotidien. Avec l'âge, les patients peuvent présenter des troubles cognitifs. Donc il faut aussi trouver des stratégies pour rentrer un peu en communication puis en relation avec eux. C'est pas toujours évident. On a les masques, on a les lunettes, donc c'est difficile d'exprimer des émotions et de les ressentir. Eux, ils ont beaucoup de mal aussi à cerner nos émotions et à comprendre vraiment ce qu'on essaye de leur dire. Mais c'est vrai qu'on arrive quand même à créer un lien qui est fort et à les soutenir. Je suis quelqu'un d'altruiste, j'aime aider, ça fait partie de moi. Les patients ils disent souvent mais vous avez un joli sourire. Mais comment vous savez que je souris? Parce que je vois, vos yeux, ils pétillent. Ici, dans l'unité 21 de l'hôpital des Trois Chênes, le Covid est une complication supplémentaire. Les patients, tous ou presque, souffrent d'autres pathologies. Chaque situation est complexe. Ici, c'est la globalité. On regarde vraiment toujours. On ne s'arrête pas au Covid. C'est la personne qui a plusieurs autres choses. Donc oui, c'est la spécificité de la gériatrie, c'est tout à fait. Et c'est donc mieux qu'il y a des unités de gériatrie Covid. Le Covid peut s'aggraver de manière assez inattendue. Cette gestion-là, elle est assez difficile parfois à bien être comprise par les patients. La spécificité des patients, c'est qu'ils ont beaucoup d'autres comorbidités. Donc c'est des personnes qui sont très vulnérables. Et le Covid est un de leurs nombreux problèmes et un problème qui est capable de faire décompenser les autres. Donc c'est sûr que ça reste une prise en charge plus complexe qu'avec le patient adulte. Il faut vraiment aimer les personnes âgées et puis rester humain et calme, patient et puis essayer de redonner aussi confiance aux patients parce qu'il faut qu'on lui donne un peu d'énergie pour qu'il puisse passer le cap. Avec l'antibiotique, on est efficace. Et puis, on continue comme ça, d'accord? D'accord. Je suis dans mon main, les résultats sont là. C'est ça. On continue comme ça. Merci et puis, beaucoup. on vous renvoie à la maison en forme, d'accord? C'est notre corps et nous devons lutter pour notre corps. Puis quand c'est le destin, c'est le destin. Tu ne peux pas refaire le monde. Dans ce couloir, dans chacune de ces chambres, toutes les équipes s'apprêtent à passer un nouveau Noël en mode de crise. Un Noël ensemble,
pour résister face à la pandémie. Ce qu'on a réalisé sur les vagues précédentes et puis ce qui n'est pas nouveau mais finalement qui est devenu plus criant, c'est le besoin de communiquer. Et surtout, parce qu'on a été amené à travailler dans des conditions qui étaient difficiles, de développer la bienveillance, parce que la tendance pourrait être complètement opposée. Et je pense qu'assez rapidement, on a compris que la bienveillance permettrait au contraire de fonctionner ensemble et puis de diminuer les tensions liées à la difficulté sur laquelle on n'a pas de prise. On a beaucoup de chance, on est une équipe vraiment soudée, il y a beaucoup d'entraide, c'est l'équipe qui fait le tout, quoi. C'est grâce à ça qu'on tient. Depuis 2 ans, l'hôpital souffre à chacun de ses étages. Comme ici au bloc opératoire, un univers à part, a priori très éloigné de la prise en charge des patients frappés par le Covid. Pourtant, avec la 5e vague, les blocs tournent au ralenti. L'activité du bloc opératoire est impactée surtout par rapport au programme des patients électifs qui sont annulés, reportés, mais il y a aussi un impact sur le bloc des urgences. Et après, nous avons aussi une problématique par rapport au personnel. Le taux d'absentéisme, bien sûr, mais également la disponibilité des personnes qui vont partir certainement si l'augmentation de la Covid augmente davantage sur les sites extérieurs. On a vécu des vagues où c'était les anesthésistes qui étaient absents parce qu'ils étaient occupés aux soins intensifs pour s'occuper des patients Covid. Lors de cette vague 6 qui empêche d'avoir une activité chirurgicale habituelle, c'est le nombre de patients hospitalisés dans des lits, pas forcément dans des lits intensifs, mais dans des lits standards, donc qui prennent des places. Et ce qui fait qu'on doit diminuer l'activité élective. On ne peut évidemment pas diminuer l'activité urgente, mais l'activité élective, on peut la libérer, on peut diminuer pour pouvoir libérer des unités, pour laisser de la place aux patients qui arrivent pour le Covid. Beaucoup de patients comprennent. Quand on leur dit qu'on est sous l'eau à l'hôpital, ils le comprennent. On a certains, mais ça reste une minorité de patients qui peuvent s'énerver parce qu'ils ont déjà été annulés lors des vagues précédentes. On doit se préparer à mobiliser une partie de nos activités sur des établissements privés qui nous soutiennent dans cette démarche. C'est pas juste retirer un patient d'une case, c'est appeler les patients, leur expliquer, leur envoyer un courrier explicatif, les rassurer aussi avec cette notion, même si votre intervention est annulée, on ne vous oublie pas, s'il y a un souci, il faut venir aux urgences, enfin, tout ce discours-là en fait. On peut être amené à subir l'agressivité, le désappointement de certains patients, et c'est vrai que ça engendre une fatigue psychologique associée, comme on disait, cette non-visibilité, puis l'impression de faire et défaire en permanence, et de ne pas sortir satisfait de sa journée de travail en disant « j'ai réussi à faire tout ce que j'avais à faire ». Là, ça va faire 2 ans que ce n'est plus du tout le cas. Moins d'activité de chirurgie, mais une tension et une incertitude grandissantes, synonyme de fatigue physique et psychologique pour les équipes des HUG. Celles en première ligne d'abord, mais aussi les autres, au-delà de la fatigue et face au virus. Éprouvé. Je trouve que c'est le terme le plus approprié. On dit toujours fatigué, mais quand on est fatigué, on se repose. Et pourquoi c'est pas seulement de la fatigue physique ? Il a fallu changer de fonction, changer d'horaire, être confronté beaucoup plus fréquemment que d'habitude à des patients graves, à la mort. Alors j'ai pas de doute qu'ils vont répondre présent comme ils l'ont fait lors des vagues précédentes, mais je pense qu'on a un petit peu moins de réserve quand même. Je dirais aujourd'hui, le personnel, au-delà de la fatigue, il y a une lassitude. C'est vrai que d'être confronté depuis maintenant des mois à la maladie, la souffrance, la mort, l'incertitude, on fait, on défait, on demande de la mobilité. Aujourd'hui, c'est plus difficile. C'est clair que la première vague, il y avait une espèce d'électrochoc qui dynamisait les gens. Et puis c'est vrai que maintenant, il y a c'est le marathon. Donc on sent quand même qu'on marathonne depuis un moment et on sent que les équipes ont un peu de la peine. Je pense que l'esprit est là. Je pense qu'avant tout, on est des soignants. Et avant tout, on est là pour le bien qu'on fait. Et c'est clair qu'on utilise l'outil qu'on a pour justement faire en sorte de faire notre mission. Une mission qui repose sur un personnel HUG sous tension et de plus en plus touché lui aussi par le virus Omicron. Au HUG, pour cette 5e vague, le cœur du système est fragilisé, mais continue de faire face. La particularité de cette vague, on va dire comparée aux autres, c'est qu'on a aussi au niveau du personnel beaucoup d'absences.
parce que les gens sont malades, parce qu'ils sont en quarantaine, parce qu'ils sont en contact ou parce qu'ils ont des proches autour d'eux qui sont malades, notamment les enfants. C'est la première fois qu'il y a un taux d'absentéisme aussi haut par rapport à des arrêts pour le Covid ou mise en quarantaine, mais plus spécifiquement pour l'isolement du personnel qui est contaminé. C'est vrai qu'on s'adapte de manière continue et c'est un peu ce qui est, on va dire, admirable aussi dans l'institution, c'est qu'on arrive à suivre ça, même si on est tous très fatigués et puis qu'on aimerait bien passer à autre chose, mais voilà, pour l'instant, on est encore là. Jour après jour, les HUG ont renforcé les tests de dépistage pour la population, bien sûr, près de 400 par jour, mais aussi pour son personnel. 200 sont testés chaque 24 heures. Un secteur dédié, un flux permanent de médecins et de soignants sont ici pour eux-mêmes et pour les autres. Je suis venue tout d'abord parce que mon fils c'est Covid depuis hier. Et puis je commence à avoir un petit peu mal à la gorge et puis le nez qui coule. Moi j'ai covoituré avec une collègue qui s'est avérée positive. Et je voudrais être certaine donc, de ne pas être positive pour redoubler de vigilance. Je ne suis pas du tout symptomatique, mais voilà, c'est pour être d'autant plus vigilante et puis pour savoir. Aux urgences, on est fortement conseillé à venir se faire frotter. Puis deuxièmement, je commence à avoir des symptômes. J'ai mal à la tête, la gorge qui picote un peu et le nez qui commence à couler. J'ai un peu des maux de tête et un petit peu mal à la gorge. Donc je viens faire un test PCR. Pour info, hier au secteur M, il y a eu 173 patients. Le taux de positivité dans les collaborateurs, il est à peu près d'un tiers. On reste toujours à peu près aux 30% de positivité. Au secteur E' que vous avez fait hier, c'est à peu près stable, entre 350 et 400 tous les jours, en sachant que, évidemment, les gens étant plus symptomatiques, ayant plus de pathologies quand ils viennent, que juste besoin d'un frottis pour avoir une attestation. Il y a plus de consultations médicales aussi. Puis depuis l'arrivée de la vague Delta et maintenant Omicron, on a vraiment mis un focus sur les gens symptomatiques. C'est un effort qui est nécessaire, ça permet de stopper les chaînes de transmission, d'isoler les gens qui sont positifs. Donc on a vraiment essayé d'augmenter l'offre en fait, pour cette demande-là. Chantal, 57 ans, hospitalisée en unité Covid au 6e étage des HUG, à quelques pas de la chambre 619. L'unité Covid est à son maximum aujourd'hui, signe de l'évolution de la crise. L'histoire de Chantal ressemble à beaucoup d'autres, gêne respiratoire et fatigue extrême. J'ai eu le Covid, et j'ai dit ça va passer. Et j'ai eu une toux épouvantable à la maison et ça m'a épuisée, je ne pouvais plus manger, j'avais plus faim, plus soif. Enfin, je buvais, mais je toussais tellement. Et puis, ils ont fait les examens à Cité Génération, puis ils m'ont envoyé en ambulance ici. Et ici, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai rien compris. Encore maintenant, vous me dites, qu'est-ce que j'ai? J'ai rien compris. On a une famille de 4 enfants, donc on est 3 filles et un garçon. Et on a toujours été soudés dans les bons comme dans les mauvais moments. Et c'est vrai que cette épreuve qu'on est en train de traverser à l'heure actuelle, ça nous a soudés encore plus. On se démène pour aider autant qu'on peut notre maman, par la pensée, par la prière, par des gestes, par des paroles, par des regards. Faut garder ton énergie pour les choses importantes et pour te remettre. Et depuis que je suis là, j'ai pas marché du tout. Ça fait, je sais pas, depuis samedi, dimanche que je suis là. Et j'ai pas marché du tout. Et j'ai vraiment besoin de marcher. Poser le pied à terre et marcher. L'objectif de Chantal aujourd'hui, c'est aussi la priorité des équipes médico-soignantes et notamment des physiothérapeutes en première ligne, eux aussi, face au Covid. Dès que la situation clinique nous le permet, on fait bouger les gens au lit, au fauteuil, peu importe le contexte, même aux soins intensifs, on mobilise les patients parce qu'on perd, de la masse musculaire extrêmement rapidement. Pendant plusieurs jours, peut-être avant l'hospitalisation, notamment dans le cas d'un contexte Covid, peut-être que les gens déjà ne sont pas très actifs. Et donc du coup, on récupère certains patients déjà des fois dans des conditions physiques qui sont déjà bien détériorées. Si les physiothérapeutes sont là pour faire bouger les patients, ils ont aussi en charge la physiothérapie respiratoire. Mouvement, déplacement, suivi des apports en oxygène, une attention de tous les instants,
répertoriés dans cet ordinateur. Principal chiffre scruté, la saturation en oxygène, c'est-à-dire le taux d'oxygène contenu dans les globules rouges après leur passage dans les poumons. Au niveau de la saturation, qui est l'une des données les principales qu'on regarde, sur la journée, elle peut vraiment avoir tendance à faire du yo-yo ou autre, donc c'est quelque chose qu'on va tout le temps observer. Les données sont rapatriées à un certain intervalle. Comme ça, on a toujours une vision très globale du patient et qu'importe qui prend en charge le patient, il y a vraiment une équipe multidisciplinaire qui s'occupe à chaque fois des patients, donc que ce soit l'ergo, le physio, le médecin, l'interne, les infirmiers, les aides-soignants ou autres. On a tous accès aux mêmes données pour bien suivre nos patients, donc ça c'est un avantage aussi. J'ai déjà pu baisser un petit peu l'oxygène, d'accord? Donc on voit que dans cette position, ça répond déjà tout de suite bien. Ça répond bien. Okay. Moi j'ai fait mon boulot, à vous de jouer maintenant? Donc là, ce qu'on vient faire, c'est ce qu'on appelle perfuser. Donc on envoie l'oxygène qui est bien avec, le sang qui est bien oxygéné dans la partie de votre poumon qui est la plus saine. Donc c'est cette partie-là qui va nous permettre d'avoir une bonne saturation, comme on peut le voir. Tout à l'heure, hein. À tout à l'heure. Pour Chantal, les minutes qui vont suivre seront déterminantes. Sera-t-elle d'abord capable de se tenir debout et de marcher ensuite? Pour Pauline, sa physiothérapeute, Chantal doit d'abord prendre son temps. Bien. Et là, on respire. Rien de plus. Détendez-vous. Comment vous vous sentez, vous? Bien? On peut y aller? Si la tête tourne, ou vous vous sentez essoufflé ou quoi que ce soit, il faut me dire. Hein? Quelques pas dans le couloir et un premier aller-retour en signe de victoire. On se donne comme objectif chambre 619, là-bas. Deuxième porte à droite. Ok? Allez. On y est. Ah, peut-être. Ça va les jambes? C'est un petit miracle, là, de l'avoir marché. Mais depuis le premier jour où elle est arrivée, elle a toujours eu la niaque. Ça, oui. C'est une belle victoire, donc faut qu'elle continue comme ça. Le mental, elle a un mental de guerrière et bravo, maman. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rentre comme ça au fauteuil? On y va en marchant. Allez. Ouais, on attend un tout petit peu avant de démarrer. Tant que le corps s'habitue. Je pense que c'est important aussi qu'on puisse leur transmettre cette belle énergie qu'on arrive à avoir déjà au sein de notre équipe, puis qu'on développe après avec nos patients. Puis ils nous le rendent bien, donc c'est cool aussi. Les urgences, principale porte d'entrée pour les personnes durement frappées par le Covid. Au HUG, les urgences sont organisées aujourd'hui en plusieurs secteurs, dont les urgences respiratoires, entièrement dédiées aux patientes et patients Covid positifs ou suspectés de l'être. Je viens justement de ressortir de la chambre de votre maman. Alors écoutez, elle va bien. On attend des résultats d'examen. D'accord, le médecin va passer la voir et on saura un petit peu plus à ce moment-là. Aujourd'hui, la 5e vague de la pandémie, toujours présente, s'atténue cependant de jour en jour, selon un rythme pas toujours régulier, ni défini. L'activité n'est pas régulière, c'est le principe des urgences, donc on va avoir des périodes assez calmes et parfois on va avoir un afflux massif de personnes que nous allons prendre en charge dans ce secteur. Le nombre de nouveaux cas baisse. Aujourd'hui, à mi-février, nous hospitalisons entre 8 et 10 patients par 24 heures pour des problèmes liés au Covid, alors qu'il y a encore 3 semaines, ce chiffre se situait plutôt entre 15 et 20. Une activité moindre mais toujours soutenue. Parallèlement aux urgences, la centrale 144, autre porte d'entrée pour celles et ceux touchés par le virus. Ici, le téléphone ne s'arrête jamais. Nombreux sont ceux qui sollicitent la ligne Covid d'urgence non vitale, conseils, état des lieux de la situation, mais aussi téléconsultation. Le 144 est bien plus qu'une plateforme téléphonique. Urgence santé Covid, bonjour. Je me permets de vous appeler, je suis positif au Covid depuis lundi. D'accord.
durant les premières vagues, les gens appelaient assez tardivement après le début de leurs symptômes. Ce qui fait que quand ils appelaient, ils étaient souvent assez graves en fait. Ici, on voit sur cette 5e vague que les gens ont tendance à appeler un peu plus tôt, en fait, après le début de leurs symptômes. Et heureusement, pour une part d'entre eux, les symptômes sont légers et puis il y a juste des soins ambulatoires qui se font. Et puis aujourd'hui, vous reste quoi comme symptômes? Toujours très fatigué. J'ai toujours mal à la tête. Côté respiration, je ne peux pas dire que je me sens en manque d'oxygène, mais je me sens rapidement essoufflé. D'accord, donc juste de faire des petits efforts, par exemple de vous promener, ou faire quelques pas, ou prendre une douche, là vous vous sentez déjà essoufflé un petit peu. Ouais, je me sens vite essoufflé en fait. Quand je vous entends parler, je suis plutôt rassuré par rapport à la respiration. Maintenant, je vais quand même vous proposer de faire une visio. C'est OK pour vous. Donc ça veut dire que je vous envoie un SMS sur votre téléphone. Il faut juste accepter, cliquer sur un lien, accepter l'autorisation. Comme ça, je peux vous voir à distance pour voir un petit peu comment ça va. C'est vrai que par téléphone, on peut déjà se rendre compte un petit peu de l'état de la personne, de sa respiration. Mais c'est sûr qu'avec la visio, on a quand même un aperçu de la situation à la maison. On peut voir la personne, comment elle est, comment elle agit. On peut aussi voir s'il y a des signes de détresse respiratoire, évaluer la fréquence respiratoire, faire marcher la personne. Voilà, ça nous permet une interaction quand même plus globale avec le patient. Alors, essayez de marcher un petit peu. Faites quelques pas là, dans votre logement et puis on va regarder un petit peu ce qui se passe. Pour rentrer chez vous contre avis médical. Oui. Et comment vous sentez là quand vous marchez? Ça va à peu près. Et puis le fait pour les patients d'avoir pu être vus en visio par le médecin, ça les rassure aussi un petit peu. Et ce qu'on propose pour des personnes qui sont un peu plus âgées, isolées, qui n'ont pas forcément de la visite tous les jours, c'est de les rappeler une fois par jour pour savoir un petit peu comment ça évolue, est-ce qu'il y a d'autres mesures à prendre pour elles, pour les accompagner un petit peu. Les patients nécessitant une hospitalisation sont orientés soit directement, soit par ambulance, aux urgences des HUG. De leur état de santé dépend leur suite. Soins intensifs, soins intermédiaires ou soins aigus, en unité Covid comme ici, chambre 619. Luigi a 82 ans. Sur le chemin du mieux, il est encore très fragile. Comment ça va? Vous êtes toujours fatigué par ailleurs? Ça serait une erreur de dire que ça va pas très bien, mais c'est pas bien entre les mauvais et les bons. Vous avez eu de nouveau ces douleurs au niveau de la poitrine? Je crois que ça continue. Ça prend du temps, hein. C'est pas quelque chose que vous pouvez soigner à 48 heures. Hein. Ça prend peut-être une semaine ou deux. Je sais pas. Mais je suis content. Si je devrais rentrer à la maison maintenant, c'est pas possible. Parce que je suis trop faible encore. Être donc non assisté à la maison, c'est un peu dangereux. Après Luigi, sorti de l'hôpital, Pierrette, 83 ans. Elle aussi l'un des visages de la 5e vague de la pandémie qui se termine. C'est son dernier jour d'hôpital. Le plus dur est passé. J'ai tout l'odeur, la saveur, tout, j'ai tout. Parce que ça, j'avais peur de manquer, parce que j'aime trop manger. Oui, voilà, Chise. Tu es chez toi? Mais je te rappellerai parce que je vais rentrer tout à l'heure. Hein. Voilà, ça va. Ça va? Ça va très bien. On y va. On m'a dit que c'était ce que j'avais moi comme Covid, c'était le micro. Le micron, je crois. C'était beaucoup moins méchant que ce qu'il y a eu avant. Au revoir l'hôpital. Si la 5e vague se termine, c'est aussi parce que le variant Omicron, plus transmissible que le variant Delta, s'est avéré moins dangereux au fil des semaines et des hospitalisations. Il y a 2 mois et demi à peine, on s'est dit peut-être qu'on va avoir 4000 patients au HUG. On savait qu'Omicron était hautement contagieux, on ne savait pas pour autant comment est-ce qu'il allait nous frapper, nous impacter. Heureusement, finalement, ça n'a pas été dramatique, mais ça a été une épreuve, ça a été un effort, ça a été une crise, et une crise qu'aujourd'hui, on peut enfin terminer. Une crise qui se termine au HUG, qui s'apprête à retrouver un fonctionnement quasi normal, mais un combat qui continue. Moins de patients, moins de lits dédiés au Covid. Si l'heure est au soulagement et même au relâchement dans la population, elle est aussi et surtout à l'hôpital, à la prudence. On aurait envie de partager cette liesse et cette
ce bonheur de voir enfin le bout du tunnel de cette 5e vague, mais néanmoins, on a appris à être prudent, vu les expériences passées des vagues précédentes, et aussi parce que la réalité à l'hôpital, c'est que le Covid, vous l'avez constaté dans ces couloirs, il continue au quotidien, des nouveaux patients qui arrivent. Donc non, le Covid, c'est pas terminé. En ce qui concerne les entrées-sorties, on a toujours un flux d'entrées-sorties assez important, avec encore 17 entrées sur les dernières 24 heures, mais autant de sorties. Cette 5e vague a été différente parce qu'il y a eu un gros volume de personnes infectées dans la population, des mesures qui ont été moins strictes au niveau de la population, mais 2 atouts positifs importants qui sont, 1, la vaccination d'une partie de la population, encore insuffisante, mais qui était quand même d'une majorité de la population, et 2, un variant Omicron dont on a fini par bien comprendre qui donnait des formes moins sévères. Ce qui fait que l'impact hospitalier n'a pas du tout été le même que ce qu'on aurait pu avoir avec un variant originel comme celui qu'on avait à la première vague. La vaccination, la clé de cette 5e vague et des prochaines crises. En première ligne, les HUG ont beaucoup œuvré pour la vaccination. Information, dispositifs spécifiques installés en un temps record, mais aussi pédagogie en direction de toutes les populations, des plus fragiles, aux moins rassurés. C'était important effectivement de les rassurer, puis au fil du temps, la population était de plus en plus informée, mais ça restait important d'échanger, et puis notamment au moment où c'était des populations qui venaient sans forcément grande conviction. Et là, c'était important pour nous d'échanger avec eux sur leurs inquiétudes, de les rassurer, puis ça suffisait souvent à faire que la vaccination soit finalement un soin assez simple pour nous et pour eux. Avec la fin de la 5e vague ici au CMU, le centre médical universitaire, le centre de vaccination tourne lui aussi une page. Désormais, les centres de dépistage et de vaccination seront partagés. Ça représente une page qui se tourne. On était au CMU là, depuis le mois de janvier 2020 avec énormément d'enthousiasme, une équipe multidisciplinaire, plein de professions différentes qui ont travaillé dans le même effort. Et puis là maintenant, avec la situation, clairement, il y a une demande qui est beaucoup moins grande pour la vaccination. Mais peut-être le message, c'est que c'est jamais trop tard de se vacciner. Je pense que c'est vraiment un message qui doit passer. Elle protège vraiment les gens de l'hospitalisation. C'est ce qu'on veut. On sait que ça ne protège pas de l'infection. Les gens peuvent s'infecter malgré le fait qu'ils aient été vaccinés, boostés, mais ça les garde à l'extérieur de l'hôpital dans la majorité des cas. Donc ça, c'est vraiment le message le plus important. En 2 ans, le Covid s'est installé dans nos vies et nos habitudes. Les femmes et les hommes de l'hôpital y ont fait face, sans faillir. De virus inconnu à pandémie mondiale, le Covid a bousculé nombre de certitudes. Tâtonnements, découvertes, prise en charge de plus en plus optimale, au fil du temps, avec toujours détermination et humilité. Généralement, quand on est médecin, on a appris d'abord théoriquement les maladies dans des livres et ensuite on les applique cliniquement au quotidien à des patients. Et là, c'était le contraire. C'était les patients qui nous ont appris leur maladie via leurs symptômes, via leur récit. Et notre métier de soignant a pris tout son sens puisqu'on était là tous ensemble, solidaires avec les patients dans cette bataille qu'on a menée contre la pandémie. Le souvenir de cette chambre, je ne pense pas que je dois la garder dans ma mémoire. Parce que ça reste quand même une partie, on va dire, qui est un peu lourde dans ma tête. Ça ne sert à rien de garder ce souvenir. Il faut voir les choses positivement à l'avenir.